Bonsoir à tous, bienvenue, merci de vous informer sur RTI 1. Première réunion du nouveau bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ce mardi. Un bureau formé au cours d'une séance plénière hier lundi. Il compte 11 vice-présidents, 12 secrétaires et 3 questeurs. Plus d'un mois après l'élection d'Amadou Soumaoro, le Parlement peut désormais étudier les lois soumises par le gouvernement. Droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le pays prend part ce mardi à New York aux États-Unis d'Amérique à la 33e session du Conseil des droits de l'homme. Une rencontre qui a donné lieu ici à Abidjan au siège du Conseil national des droits de l'homme à un panel des acteurs du domaine. Zoom ce soir sur le bassin du fleuve Niger, une ressource importante pour 9 pays africains dans la réalisation des projets en matière d'approvisionnement en eau potable et de développement de l'agriculture. Mais il est aujourd'hui menacé par l'ensablement et par le changement climatique. Et puis, élections législatives et provinciales en Afrique du Sud demain 8 mai. Les Sud-Africains vont choisir leurs députés qui, eux, vont voter pour le chef de l'État. L'ANC, parti au pouvoir, est victime d'un désamour dû en grande partie à son bilan économique, mais le parti reste largement en tête. Bienvenue dans ce nouveau 20h sur RTI 1. Le bureau de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a tenu sa première réunion ce mardi. Il a été formé au cours d'une séance plénière hier lundi. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, a réitéré son appel à l'union et à la cohésion au sein de l'hémicycle afin que l'institution joue pleinement son rôle dans le développement de la Côte d'Ivoire. Moussa Konaté. Le nouveau bureau de l'Assemblée nationale est connu depuis le lundi 6 mai. Après un vote, il compte 11 vice-présidents, 12 secrétaires et 3 questeurs. 24 heures après sa formation, le nouveau bureau tient sa première réunion sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Je voudrais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous pour la qualité de notre collaboration et la qualité de cette collaboration doit rejaillir sur notre maison commune. Je vous engage donc, chers collègues députés, pour la construction d'une Assemblée nationale forte et rayonnante. Une réunion de prise de contact à l'issue de laquelle le président Amadou Soumaoro a réitéré son appel à l'union et à la cohésion au sein de l'hémicycle. J'ai recommandé fortement qu'on cultive au sein de ce bureau un esprit d'union et je vais travailler pour une Assemblée nationale unie et rassemblée afin que l'Assemblée nationale soit au premier rang des institutions qui doivent se battre pour le développement de notre beau pays. Le bureau de l'Assemblée nationale est l'organe suprême de décision à l'hémicycle. Il détient tout pouvoir pour délibérer. Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit au moins une fois par mois. La Côte d'Ivoire présente aujourd'hui son rapport national sur les droits de l'homme à New York, aux États-Unis d'Amérique, lors de la 33e session du Conseil des droits de l'homme. Et cela dans le cadre du 3e passage de la Côte d'Ivoire à l'examen périodique universel. Une rencontre qui a donné lieu ici à Abidjan à un panel du Conseil national des droits de l'homme, Eugène Atoubé. Salle Djerasouba Ben Sidik au siège de la Commission nationale des droits de l'homme. Les membres de la CNDHCI, les représentants d'organisations de la société civile et d'organismes de défense des droits de l'homme suivent par visioconférence la restitution à l'ONU du rapport de la Côte d'Ivoire en matière de défense et de promotion des droits de l'homme. L'exposé fait par Aimé Zébéyou, secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, est apprécié de tous les pays présents à l'honneur de la Côte d'Ivoire. C'est quand même rassurant la population de voir que notre gouvernement participe à cet exercice. Nous sommes dans notre rôle, c'est d'amener nos États à aller dans le respect des droits de l'homme et cela, l'État de Côte d'Ivoire nous donne des bons signaux. En termes de progrès, on peut parler de la loi de protection des défenseurs des droits de l'homme qui a été adoptée par notre pays, faisant de notre pays le premier pays africain ayant adopté une telle loi. Les bons points accordés à la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme tiennent des efforts faits à partir des recommandations du dernier examen périodique universel d'avril 2014, auxquelles s'ajoutent les actions de plaidoyer menées sur le terrain.
Les parties prenantes à l'élaboration du rapport national sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire conviennent qu'il reste bien de défis à relever. Mettre en place assez rapidement le comité interministériel qui est prévu et qui, en principe, doit être saisi avant que les recours judiciaires ne fassent. La PDH a appelé les États à faire des recommandations à la Côte d'Ivoire. Les États ont recommandé à la Côte d'Ivoire de ratifier certains protocoles pertinents à des instruments. Et nous allons encore continuer le plaidoyer. De tous les défis à relever, selon les organisations de défense des droits de l'homme, figure la liberté d'expression et objet de toutes les attentes, l'élection présidentielle de 2020 que toutes souhaitent transparente et inclusive. Le médiateur de la République, Adama Toungara, présente officiellement le médiateur délégué des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. Les populations des 3 régions pourront recourir à ces services pour le règlement de conflits entre administrés et administration publique et aussi pour l'amélioration des rapports entre les citoyens et le service public. Ami Sissoko. Rapprocher les services du médiateur de la République des populations et renforcer sa visibilité. C'est à cela que s'attelle Adama Toungara, médiateur de la République, en installant des médiateurs délégués à l'intérieur du pays. Il a procédé à l'installation officielle du tout premier médiateur délégué des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, en la personne de Siedou Siele Koulibaly, professeur d'histoire géo à la retraite. Ce nouveau médiateur délégué est chargé d'aider au règlement des différends qui opposent l'administration, les collectivités, les établissements publics et tout autre organe investi d'une mission de service public aux administrés. Le médiateur s'implique également dans la gestion des conflits entre communautés. Le médiateur délégué n'est pas nommé pour s'occuper uniquement des problèmes relevant des droits des Ivoiriens seulement, c'est tous les habitants de cette région, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur religion. Le médiateur de la République a un rôle de promoteur de paix et de protection des droits des citoyens. Il est pratiquement impossible de mettre en œuvre des stratégies de marche vers le développement si ces stratégies-là n'ont pas en partage non seulement la notion de paix, mais toute une série de comportements qui modifient la vie en commun. Le médiateur délégué peut être saisi directement. Pour faciliter cette action, un bureau est ouvert à Korogo. 7 médiateurs délégués sont déjà installés à l'intérieur du pays. Dans le domaine de la santé, 3 cliniques privées fermées dans les communes d'Adjamé et d'Abobo après la visite inopinée du ministre Eugène Aka Awele. Visite ensuite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique au marché Roxy d'Adjamé où des cartons entiers de faux médicaments ont été saisis. Franck Quadio. Un visiteur surprise au marché Roxy d'Adjamé, centre névralgique de la vente illicite de médicaments et le pire, à ciel ouvert, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, est venu toucher du doigt l'ampleur du trafic de faux médicaments dans la capitale économique. Je suis malheureux de constater que des non-professionnels de la santé érigent la vente de médicaments en activité principale. Ce qui se passe ici, je dirais que c'est gravissime. Le gouvernement donc m'a mis en mission pour nettoyer ce secteur de la santé. Quelques rares commerçantes prises sur le fait, la plupart absentes, sûrement prévenues, mais plusieurs cachettes de médicaments découvertes. Le contrôle et la répression de cette activité sera désormais permanente. La mission est confiée à la directrice de la pharmacie et du médicament. Ce sont des opérations qui vont se répéter et au-delà, on a 2 points sur lesquels on va agir. Assécher les sources d'approvisionnement et les sources le réseau de distribution. À Bobo et Adjamé, quelques jours avant, le ministre Aka Awele s'est imprégné d'une autre réalité, celle des cliniques privées clandestines. Installations non autorisées, praticiens peu qualifiés, plateaux techniques défectueux, 3 établissements visités fermés séance tenante. L'idée est d'assainir le secteur et garantir une meilleure offre de soins aux populations. L'ouverture d'un établissement privé doit être autorisé. Nous sommes dans le domaine de la santé. Rien ne doit se faire au hasard. Nous sommes donc venus pour constater que les différents établissements sont
bien autorisé et que ceux qui pratiquent la médecine sont habilités à le faire. Le gouvernement entend d'ici à 2020 investir plus de 800 milliards de francs CFA dans le secteur de la santé. Le ministre annonce pour bientôt la réhabilitation de l'hôpital Félix Houphouët-Boigny d'Abobo. Dans la commune d'Abobo, ce sont les occupants du boulevard principal qui ont reçu la visite des agents municipaux. Installés de façon illégale sur la voie express à Adjamé-Abobo, à Niama jusqu'au rond-point de la gendarmerie, ils ont été déguerpis. Abou Sanogo. Cette opération vise à débarrasser le boulevard principal de la commune d'Abobo des installations anarchiques. Les commerçants installés dans le périmètre des locaux de la mairie d'Abobo jusqu'autour de l'hôpital général du marché ont été déguerpis. De même que ceux installés au niveau du rond-point de la mairie jusqu'à celui de la gendarmerie nationale. Tout est passé au pain fin. L'enjeu de faire d'Abobo une commune reluisante, d'aérer les espaces publics et de libérer ceux illégalement occupés. Cette opération consiste à enlever tout ce qui est encombrement au niveau de la voie publique. Cette opération aura un intérêt d'assurer la sécurité à toute la population abobolaise, d'assurer la fluidité routière à toute la population abobolaise et de ne pas faire l'occupation des espaces au niveau de la commune d'Abobo. Sous le regard vigilant des forces de sécurité et de défense, les agents municipaux ont débarrassé toutes les occupations installées de façon anarchique sur le trottoir de ces deux grands carrefours de la commune d'Abobo. L'opération va se poursuivre sur 3 mois. La commune de Yopougon est elle aussi en cours d'assainissement. Après l'opération de sécurisation lancée la semaine dernière, le préfet d'Abidjan et le préfet de police d'Abidjan sont allés à la rencontre des commerçants et des transporteurs de Yopougon-Siporex. Ils les ont invités à une franche collaboration avec les forces de sécurité. Abou Sanogo. Le préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, et le préfet de police d'Abidjan Dosso Siaka à Yopougon-Siporex échangent avec les commerçantes du petit marché et les transporteurs de la gare routière de Yopougon-Siporex à l'effet de les assurer quant à la sécurité de leur commerce. Vincent Toby Irié et Dosso Siaka ont fait le tour des commerces et des habitations accompagnés des autorités municipales pour s'imprégner des réalités sur le terrain et inviter les populations à une franche collaboration avec les forces de sécurité et de défense. L'insécurité a réellement baissé. Il y a peu d'actes criminels ici maintenant. Et donc cette démarche avec les autorités communales, mais également toutes les forces de sécurité et la police a pour but de rassurer et de dire que le gouvernement est à l'écoute des populations. Une opération de bouclage des secteurs de Yopougon-Siporex entamée par la police nationale, la gendarmerie nationale avec l'appui du CCDO, le centre de coordination des décisions opérationnelles qui s'inscrit dans le cadre de la sécurisation de la commune de Yopougon, a permis d'appréhender plusieurs individus et de faire des saisies. Les agressions aux heures de pointe, telles que très tôt le matin et le soir, qui existaient ont pratiquement disparu. Statistiquement parlant, nous avons saisi en un mois plus de 100 machettes, 100 couteaux. Aussi, en un mois, près de 40 opérations de RAF ont été menées et plus de 500 individus ont été interpellés. Des résultats qui rassurent la population de Yopougon, qui s'engagent à coopérer avec les forces de sécurité. Avec ce qu'on a attendu, on a vu ce matin, tout à l'heure là, on va bien dormir et on sera en paix, mais ils n'ont qu'à compter sur nous. Merci à la police, effectivement, qui a apporté beaucoup dans cette gare-là. Ici, avant, à partir de 18 h, vous ne pouvez pas traverser ici. À 6 h du matin, vous ne pouvez pas sortir. Mais aujourd'hui, à 5 h 30, les femmes vaquent à leur occupation. Jusqu'à 19 h, 20 h, vous n'avez pas de problème. La police nationale entend poursuivre ses actions afin de mettre fin aux activités d'individus peu recommandables. Le président de la République a convoqué ce mardi les membres du conseil politique du RHDP. Cette réunion des oufouettistes est la première depuis la nomination de personnalités de cet organe de la nouvelle formation politique. Un communiqué final a sanctionné la rencontre qui avait pour ordre du jour l'examen de la situation sociopolitique, le rapport d'activité du parti depuis le congrès ordinaire du 26 janvier et la mise en place des organes du parti. Nous vous proposons un extrait avec le porte-parole principal, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le président du RHDP a encouragé toutes les initiatives qui concourent à la sensibilisation des Ivoiriens
aux idéaux et aux valeurs que porte le RHDP, à une adhésion plus massive à son discours politique, ainsi qu'à une plus grande visibilité de sa présence sur l'échiquier politique national. Le président du RHDP a en outre informé le Conseil politique de la mise en place, au cours de ce mois de mai 2019, des organes centraux et des structures d'encadrement des militants prévus par les statuts et règlements intérieurs tels que adoptés par le premier congrès ordinaire des 25 et 26 janvier 2019. Il s'agit du Conseil national, du bureau politique et du directoire. Le Conseil politique a félicité le président du parti pour l'ensemble de son action à la tête de l'État. Il l'a assuré de son soutien sans faille dans la gestion du parti et a appelé les militantes et les militants à se mobiliser sur le terrain. Appel à l'union et à la cohésion dans le Bafing, zone nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Les populations ont exprimé leur reconnaissance, notamment pour les actions de développement dont bénéficie leur région. Hervé Boué et Mamadou Kwasi. Depuis 2011, le taux d'électrification de la région du Bafing est passé de 4 à plus de 46%. Plusieurs villages bénéficient d'écoles primaires et de centres de santé. L'eau potable est disponible aujourd'hui pour les populations des zones rurales comme urbaines. Bref, la région du Bafing entame son développement grâce à la politique initiée par le président de la République, Alassane Ouattara. Une situation qui a motivé une journée d'hommage et de soutien au président de la République. Une célébration qui confirme le retour de la cohésion entre les fils et les filles de la région du Bafing. Dans toute sa composante, le peuple maouka s'est mobilisé pour traduire son soutien et sa reconnaissance au président Alassane Ouattara. Cette mobilisation des populations des 3 départements traduit leur adhésion totale au RHDP. Et le secrétaire d'État Moussa Sanogo rassure ses parents de la volonté du président de la République de transformer leur région. Il a également présenté les futurs projets de la région du Bafing. Jusqu'à la fin de l'année, toutes les pompes à motricité humaine du Bafing vont être réhabilitées. Après le Ramadan, Inch'Allah, nous viendrons ici avec le ministre Adama Bictogo pour le premier coup de pioche de la route Touba-Wanino-Sawela. La route Touba-Séguéla a été présentée aux investisseurs et aujourd'hui, il faut prier pour que assez rapidement, nous puissions boucler son financement et démarrer les travaux. Représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Adama Bictogo a fait don de 5 millions de francs CFA pour l'insertion des jeunes avant d'inviter les filles et les fils du Bafing à plus d'union et de cohésion. Seul, on va vite, mais on ne va pas loin. Ensemble, on va sûrement et on va loin. Il est grand temps que nous dépassions nos égos, que nous nous effacions devant nos ambitions personnelles pour faire valoir l'intérêt de nos parents. Chers cadres, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de trahir ceux qui ont placé en vous l'espérance d'une vie meilleure. Cette rencontre a également servi de cadre pour le secrétaire d'État Moussa Sanogo de faire un don de 20 tonnes de sucre et 10 tonnes de riz à la communauté musulmane de la région du Bafing pour le prochain mois de Ramadan. Un don fait au nom du chef de l'État Alassane Ouattara et du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pour soutenir les actions du RHDP dans le Tongpi, les cadres et élus de la région ont mis sur pied un mouvement politique, le Tongpi RHDP 2020, un cadre de rassemblement pour la victoire du RHDP en 2020. Il a été officiellement lancé dans la ville de Mans, d'Ouadélazéa. Tongpi RHDP 2020, un nouveau mouvement politique dans la région du Tongpi.
Initié par Albert Flendé, fils de la région, ce mouvement politique entend soutenir les actions du gouvernement et promouvoir les idéaux du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix dans la région du Tonkpi. Bien que les structures ne soient pas encore en place, ça bouge à l'est, ça bouge au nord, ça bouge au sud, ça bouge à Boisseau, ça bouge à Dimokro, partout, mais ça ne bouge pas à main. Donc c'est pour rompre avec cet immobilisme-là, pour faire la promotion du président, pour faire la promotion du RHDP dans notre région. Élus, cadres, chefs de canton et de village, associations de jeunes et de femmes venus des 5 départements de la région du Tonkpi ont adhéré à l'initiative et affirmé leur engagement à soutenir le RHDP. En tant que femme leader, c'est de soutenir notre fils pour ce projet. Je pense que l'union fait la force. Si on se réconcilie et qu'on est unis, le président de la République peut faire beaucoup de choses pour la région du Tonkpi. Donc on doit adhérer. Le mouvement Tonkpi RHDP 2020, qui se veut un cadre de rassemblement des fils et filles de la région du Tonkpi, va donc investir hameaux, villages et villes de la région en vue d'expliquer aux populations les motivations de la création du RHDP. Ces projets pour le développement de la Côte d'Ivoire en général et de la région du Tonkpi en particulier. 20h21, on arrive au dossier EcoPlus. Il est consacré au bassin du fleuve Niger. Le fleuve Niger est une ressource importante pour 9 pays africains, dont 8 en Afrique de l'Ouest et 1 en Afrique centrale. Long de 4200 km, son bassin permet aux pays qui l'ont en commun de réaliser des projets en matière d'approvisionnement en eau potable et aussi de développement de l'agriculture. Mais cette ressource inestimable est menacée, notamment par l'ensablement et le changement climatique. Le bassin du fleuve Niger entre avantages et menaces. Les explications de Francis Boifo. Le fleuve Niger est le 3e plus grand fleuve d'Afrique après le Nil et le Congo. Sa longueur, 4200 km, superficie, environ 1 500 000 km². Nombre de pays en partage, 8 en Afrique de l'Ouest et 1 au centre du continent. Ce sont Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Tchad et Cameroun. Cette réserve d'eau contribue à la production alimentaire, à la préservation de la biodiversité et au développement des projets hydrauliques. Certaines grandes villes, telles que Bamako, telles que Niamey et autres, c'est des villes qui ne sont approvisionnées par le fleuve Niger, c'est l'eau de surface. Et également, il y a des activités hydro-agricoles, telles que l'office de bassin, l'office du Niger, qui fait de l'agriculture, du riz et d'autres activités qui sont très grandes, qui sont menées sur le cours d'eau, soit sur les affluents ou sur le cours d'eau principal. Lorsque un pays ou un utilisateur doit développer ou mettre en place un projet susceptible de faire des prélèvements d'eau, et si ce prélèvement doit avoir un impact significatif sur la ressource en eau, ce pays ou cette structure informe l'autorité du bassin du Niger. L'autorité du bassin du Niger simule les impacts de son projet sur la ressource en eau, parce que ce pays n'est pas le seul, informe les autres États de l'impact de ce projet et la décision est prise au niveau des conseils des ministres pour orienter la mise en œuvre de ces projets. Créée en 1964, l'autorité du bassin du fleuve Niger, ABN, est une organisation intergouvernementale qui œuvre à l'amélioration des conditions de vie des populations du bassin. C'est également un outil d'aide à la décision à travers la mise à disposition des données issues de l'imagerie satellitaire toutes les 15 minutes. Le cas de la Côte d'Ivoire. Cela nous permet de faire des prévisions. Parce que lorsque vous avez d'énormes pluies qui tombent au niveau du pays, qui traversent le pays et autres, ces pluies-là vont alimenter les différents cours d'eau. Donc si l'alimentation est vraiment continue et que vous avez encore de gros systèmes pluvieux qui passent, cela peut faire des débordements au niveau des cours d'eau, les fleuves et autres. Ça arrive. Il y a eu déjà par le passé des débordements au niveau de la Comoé. En vue de rendre plus efficace l'autorité du bassin du fleuve Niger, ses dirigeants multiplient les projets.
Malheureusement, ils sont confrontés à plusieurs difficultés dues pour l'essentiel à l'insuffisance ou l'irrégularité du paiement des contributions financières de 9 États membres. Les activités, par exemple, de l'hydrologie sont des activités saisonnières. Lorsque, au moment où l'autorité du bassin du Niger a besoin de faire des mesures de débit, a besoin de faire une activité ponctuelle, lorsque les contributions des États ne rentrent pas, l'activité n'est pas possible. Même si la contribution arrive plus tard, mais l'activité ne peut plus se mener. Les contributions annuelles des États aujourd'hui, ça s'élève à environ 2 milliards de francs CFA. Ça représente 5% environ. 95% viennent de nos partenaires techniques et financiers. Il faut inverser la tendance. En attendant une réponse à la question du financement des projets en interne, le bassin du fleuve Niger perd chaque jour de sa superficie. Disons que le 3e plus long fleuve d'Afrique et 9e du monde est menacé. Il est menacé d'abord par le changement climatique. Okay? Le changement climatique qui crée quoi? Qui crée des pluies insuffisantes. Alors, en exploitant et en n'ayant pas suffisamment d'eau, la végétation se meurt. Le ruissellement devient de plus en plus important et vous assistez à un phénomène de désertification dans le nord. Et tout ceci vient remplir le Niger. Pour ceux qui ont le Niger au niveau, par exemple, du Mali ou du Niger, ils voient chaque année ce fleuve-là qui se remplit de sable venu des érosions. Parce que en amont, il n'y a pas un traitement des bassins versants. Les spécialistes en charge de la gestion des ressources en eau plaident pour des actions concertées entre les 9 pays membres de l'autorité du bassin du fleuve Niger et les partenaires financiers pour éviter que des millions de personnes soient privées d'eau. Voilà un dossier signé Francis Boifo du service économie de la rédaction de RTI 1. On parle maintenant infrastructure routière. 2,7 milliards de francs CFA ont déjà été payés aux populations affectées par le pont, la construction du 4e pont. 3 385 personnes affectées par le projet ont été à ce jour indemnisées par l'État. Elles ont perçu un montant de 2,7 milliards de francs CFA et ce sont au total 13 000 personnes qui vivent sur les emprises de ce projet. 9 000 ont signé des accords pour être indemnisés, le tout pour un montant global de 20,6 milliards de francs CFA. Le directeur général de l'Agence de gestion des routes a donné ces informations lors d'une conférence de presse cet après-midi. Deuxième jour du Ramadan 2019, la communauté musulmane de la ville historique de Grand-Bassam reçoit le soutien du chef de l'État, 50 tonnes de riz et de sucre et une enveloppe de 5 millions de nos francs ont été remis à Grand-Bassam par les émissaires du président Alassane Ouattara. Serge Coléa. C'est la grande mosquée Fatmata Zahra qui a abrité cette cérémonie de don à la communauté musulmane de Grand-Bassam. Dépêché par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministre Issa Coulibaly était porteur d'un important colis. 50 tonnes de vivres au nom du président de la République aux fidèles musulmans de la ville historique. Un don composé de 1000 sacs de riz et de 500 cartons de sucre. À cela s'ajoute une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Ce message, c'est d'exhorter nos frères musulmans, pendant ces 5 mois de Ramadan, à prier toujours pour la paix en Côte d'Ivoire, afin que les enfants de Côte d'Ivoire taisent les querelles de chapelle, pour s'atteler à la lutte contre la pauvreté. Cet acte de générosité qui vise tout simplement à accompagner les musulmans en ce mois de jeûne a été salué par les imams. Pour nous, quand les autorités au premier haut niveau de la Côte d'Ivoire nous viennent en aide pendant ce mois sacré du Ramadan, c'est vraiment une satisfaction pour la communauté musulmane de Grand-Bassam. Parmi les membres de la délégation, on peut citer la ministre Bakayoko Liramata et Assetou Gon Coulibaly, épouse du Premier ministre. Dans l'actualité internationale, les élections législatives et provinciales en Afrique du Sud, demain 8 mai, et c'est le dernier jour de campagne ce mardi, les Sud-Africains vont choisir leurs députés qui, eux, auront ensuite la tâche de voter pour le chef de l'État.
L'ANC, le parti au pouvoir, est largement en tête devant ses deux principaux concurrents. Mais dans certaines régions du pays, on ne veut plus en entendre parler car les conditions de vie de nombreux Sud-Africains n'ont toujours pas connu d'amélioration avec le pouvoir de l'ANC. Et rappelons pour terminer que le chef de l'État ivoirien a convoqué ce mardi les membres du conseil politique du RHDP. Cette réunion des oufouettistes est la première depuis la nomination de personnalités de cet organe de la nouvelle formation politique. Un communiqué final a sanctionné la rencontre qui avait pour ordre du jour l'examen de la situation socio-politique, le rapport d'activité du parti depuis le congrès ordinaire du 26 janvier et la mise en place des organes du parti. Merci de votre attention. Restez sur RTI 1. Dans tout juste 20 minutes, RTI 1 reçoit le général Issa Coulibaly, ministre de la fonction publique. Il va faire un point de l'impact des différentes réformes de la fonction publique sur l'amélioration du bien-être des fonctionnaires et agents de l'État. Ensuite, Michel Mambo pour le journal de 23h. Bonsoir à vous et à demain, 20h.